Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On passe maintenant au chapitre numéro 4, principe de production à partir de solaire de l'éolien. En raison de la croissance de population, la demande énergétique mondiale ne cesse d'augmenter et avec l'épuisation progressive des énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz naturel, etc. Cette situation a donc suscité le développement des énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, on trouve les sources d'énergie solaire et les sources d'énergie éolienne qui sont les plus répandues actuellement. Donc, la première partie de ce chapitre consacrée à l'énergie éolienne, qui est l'énergie photovoltaïque. Cette énergie convertit l'énergie de la lumière vers vers l'électricité, comme montre la figure suivante. Le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque est relativement simple. Un semi-conducteur qui est par exemple le silicium. Le silicium est considéré comme le matériau le plus simple. Il est disponible partout et il absorbe la lumière facilement. Ces matériaux sont exposés à la lumière. Dans un matériau semi-conducteur, la concentration en porteur de charge très inférieure à celui de métaux. Le niveau d'énergie sont caractérisés par l'existence d'une bande interdite, séparer la bande de valence à la bande de conduction. Ça, c'est la figure suivante montre l'effet photovoltaïque. Vous trouverez dans le modèle un vidéo qui explique ça, par exemple. On passe maintenant de produire de l'électricité à partir des cellules photovoltaïques. Dans les cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Pour fabriquer les cellules photovoltaïques, on utilise des matériaux aux propriétés particulières, les semi-conducteurs. Et ceci pour deux raisons. Ils absorbent facilement la lumière et permettent de générer un champ électrique et une tension électrique. Ce champ électrique va être obtenu par la superposition de deux couches dopées d'un semi-conducteur, en général du silicium. Dopées, c'est-à-dire dans lesquelles on a introduit des éléments perturbateurs appelés impuretés qui améliorent la conductivité électrique. L'une des couches de silicium est ainsi dopée en atomes de phosphore. Le phosphore est un atome qui possède plus d'électrons sur sa périphérie que le silicium. L'un de ces électrons ne participe pas aux liaisons et est donc libre de se déplacer. Le dopage introduit dans cette couche des atomes susceptibles de libérer des électrons mobiles. On parle de couche N, car la charge mobile est négative. L'autre couche du semi-conducteur est quant à elle dopée au bore, déficitaire en électrons. Le bore est un atome qui possède moins d'électrons sur sa périphérie que le silicium. Il lui manque un électron pour la réalisation des liaisons. Le bore va donc capter un électron dans le reste du matériau. Cet électron laisse derrière lui un trou d'électrons qui est mobile et de charge positive. Le dopage introduit dans cette couche des atomes susceptibles de libérer des trous mobiles. On parle de couche P car la charge mobile est positive. Les électrons et les trous se déplacent par diffusion dans ces deux couches. Au voisinage de leur interface, la diffusion entraîne une recombinaison entre les trous et les électrons. Les électrons et les trous mobiles s'annihilent. Ce phénomène produit une zone non neutre électriquement d'atomes de phosphore chargés positivement et une zone non neutre électriquement d'atomes de bore chargés négativement. On obtient ainsi un champ électrique au sein du semi-conducteur
Et cette région est appelée jonction PN. Ce champ électrique s'accompagne de l'apparition d'une différence de potentiel électrique entre la zone N et la zone P. Lorsque les rayons du soleil frappent une cellule photovoltaïque sur laquelle on a disposé 2 bornes, les photons de la lumière transmettent leur énergie aux électrons qui sont arrachés des atomes dans lesquels ils laissent des trous. Les électrons et les trous ainsi formés vont avoir tendance à se recombiner. Mais lorsque le phénomène a lieu dans ou au voisinage de la jonction PN, le champ électrique va au contraire contribuer à séparer les charges positives et négatives. Les électrons sont repoussés vers la couche N, les trous vers la couche P. Les électrons cherchant à se combiner avec les trous sont alors obligés de passer par un circuit extérieur pour rejoindre les trous, créant ainsi un courant électrique continu qu'on appelle le photocourant. Les électrons sont délivrés sous la tension créée dans la jonction PN, que l'on appelle la phototension. Le produit des deux correspond à la puissance électrique délivrée par la cellule, qui convertit ainsi directement une partie de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le rapport entre l'énergie de la lumière et l'énergie électrique est appelé le rendement de conversion de la cellule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la cellule photovoltaïque? L'unité de base qui permet de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Lorsqu'on regroupe plusieurs panneaux sur un même site, on obtient un champ photovoltaïque. Un panneau photovoltaïque et le module de plusieurs cellules sont reliés entre elles et forment un panneau solaire. Donc voilà la cellule photovoltaïque. Voilà plusieurs panneaux photovoltaïques. Voilà le regroupement de plusieurs panneaux photovoltaïques qui donne le champ photovoltaïque. Donc, cette énergie présente plusieurs avantages et inconvénients. Parmi ces avantages, c'est une énergie indépendante de combustible, c'est une énergie renouvelable et gratuite. C'est une énergie propre, non polluante, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre et ne génère pas de déchets. Réduit la vulnérabilité aux pannes d'électricité. Les panneaux solaires habituellement garantis d'un an. L'entretien est minimal et aucun bruit. Mais il représente quelques inconvénients. La fabrication des panneaux photovoltaïques relève de la haute technologie, demande considérablement de recherche et développement, et donc le coût énergétique de la conception photovoltaïque est très élevé. Le rendement de panneaux solaires sont encore faibles. Le panneau photovoltaïque exige non seulement des onduleurs, mais aussi des batteries, ce qui augmente énormément le coût d'investissement d'une installation solaire. L'esthétisme des panneaux qui peut parfois être un obstacle lorsque la maison se situe dans certaines zones où le design des maisons est exceptionnel. Parfois, on trouve le mot éclairement énergétique ou bien irradiant. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est un terme radiométrique qui quantifie la puissance d'un rayonnement électromagnétique frappe une unité de surface perpendiculaire à sa direction. Les caractéristiques d'un module peuvent se résumer sur les points suivants. On a ce qu'on appelle la puissance crête. PC, c'est la puissance électrique maximale que peut fournir le module dans les conditions standards. La température 25 degrés, l'éclairement 1000 watts sur mètre carré et air mass 1,5. La caractéristique IV représente la courbe ou bien le courant I débité par le module en fonction de la tension aux bornes de celui-ci. La tension VC0, si l'on place un panneau sur une source lumineuse constante, sans aucun récepteur,
elle peut générer à ces bornes une tension continue maximale, dite tension de court-circuit ouvert, VC0, ou tension à vide, comme montre la figure suivante. Le courant de court-circuit ICC, lorsqu'on place le panneau PV en court-circuit, il débite son courant maximal, mais aucune tension. Le point de fonctionnement optimum, c'est le point sur la caractéristique PV où la puissance est maximale. Il est donné par cette relation. Pour les conditions standards, on parle toujours de la puissance crête. Ce n'est pas la puissance de fonctionnement optimum. On remarque bien que plus la courbe est carrée, plus la puissance maximale est élevée. Le rapport de la puissance électrique optimale à la puissance de radiation incidente, c'est le rendement. Il est donné par cette relation. Avec GC clairement, c'est la surface effective du module. Il y a un autre facteur qui est le facteur de forme, c'est le rapport entre la puissance optimum et le produit de la tension de circuit ouvert par le courant de court-circuit est donné par cette relation. La caractéristique de courant, tension et la puissance délivrée par le module photovoltaïque est donnée par cette figure. Voilà la caractéristique en bleu, c'est le courant tension d'un module photovoltaïque. En rouge, c'est la puissance délivrée par le module photovoltaïque. Lorsqu'on a la tension égale à 0, on a un courant de court-circuit. Lorsqu'on a le courant égal à 0, on a ce qu'on appelle VC 0, ou bien la tension de court-circuit. Voilà la courbe de la puissance délivrée par le module photovoltaïque. Ça, c'est le point de puissance maximale ou bien optimum, qui correspondant à un courant optimum MPP et une tension VMPP. L'intersection entre ces points avec la caractéristique ou bien la puissance délivrée donne le point maximal. L'intersection entre le point de puissance PMPP et la puissance délivrée par le module photovoltaïque donne le point qui est correspondant à la puissance maximale. Donc, actuellement, les cellules les plus répandues sont à base de silicium. Il existe plusieurs types monocristallins, comme montre la figure suivante, avec ses avantages, bon rendement, nombre de fabricants élevé, mais l'inconvénient, ce sont des cellules fonctionnement très médiocre sous un faible éclatement. Le polycristallin, comme montre la figure suivante, elle a un bon rendement, moins cher que le monocristallin, mais le rendement est faible sous un faible éclatement au soleil diffus. L'amorphe, le silicium n'est pas cristallé, il est déposé sur un feuille de verre, comme montre la figure suivante. Il représente l'avantage que leur fonctionnement a un éclairement faible, moins cher que les autres types. L'inconvénient majeur, c'est le rendement est médiocre ou bien très faible. Leur performance diminue sensiblement au cours des âges. Voilà, le tableau suivant donne quelques caractéristiques de différents types ou bien différents types des systèmes photovoltaïques. Comparaison, ou bien on donne une petite comparaison entre le rendement de la cellule pour le tableau 1.1 donne les principes types de cellules et leur rendement.
On passe maintenant au modèle réel des cellules photovoltaïques. Le modèle mathématique du générateur photovoltaïque est basé sur le circuit équivalent. Ce circuit est présenté sur la figure suivante par un générateur de courant et photovoltaïque, une diode et deux résistances R shunt et R série. La résistance série liée à la résistance volumique et à l'impédance des électrodes et des matériaux. Donc, la pointe de la courbe courant-tension au point VC de court-circuit représente l'inverse de la résistance série, 1 sur RS. La résistance shunt est une résistance liée aux effets de bord et aux combinaisons photovoltaïques. La pointe de la courbe courant-tension ICC représente l'inverse de la résistance shunt 1 sur R shunt. Donc, le courant est donné, ou bien à partir de la loi du nœud, on peut écrire les relations suivantes. Pour l'influence de l'éclairement, on peut constater que le courant de court-circuit est directement proportionnel à l'éclairement, comme montre la figure suivante. Par contre, le courant de court-circuit reste quasiment indépendant. Pour l'effet de la température sur la caractéristique, on remarque bien que la température, le rendement est diminué lorsque la température augmente. Le raccordement de plusieurs cellules photovoltaïques en série augmente Afin d'augmenter la puissance par un module photovoltaïque, il faut avoir ce qu'on appelle la connexion série et la connexion parallèle. Pour la connexion série, le courant reste le même, par contre la tension augmente. NS fois le courant de court-circuit. Par conséquent, l'association en parallèle des cellules MP identiques va augmenter le courant et la tension reste la même, comme montre la figure suivante. Il existe plusieurs zones de fonctionnement du module photovoltaïque, comme montre la figure suivante. La zone 1, le courant reste constant, quelle que soit la tension. Pour cette région, le générateur photovoltaïque fonctionne comme un générateur de courant. Pour la zone 2, qui correspondant au code de la caractéristique, la région intermédiaire entre les deux zones précédentes représente la région préférée pour le fonctionnement du générateur ou le point optimum. Pour la zone 3, qui se distingue par la variation de courant correspondant à une tension presque constante. Dans ce cas, le générateur est assimilable d'un générateur photovoltaïque, ou bien c'est un générateur de tension. Classification des systèmes photovoltaïques. Il existe, les systèmes photovoltaïques sont actuellement divisés en 3 grandes catégories. Les systèmes isolés ou autonomes, les systèmes raccordés au réseau, ou bien les systèmes hybrides. Le principe de la conversion est montré sur la figure suivante. Une éolienne typiquement est composée de plusieurs éléments qui sont présentés sur la figure 4.20. Un mât, un rotor, la nacelle et les pales. Il représente plusieurs avantages et un inconvénient. Parmi ces avantages, c'est une énergie renouvelable non polluante. C'est l'énergie la moins chère des énergies renouvelables. Cette énergie ne produit pas l'effet, le gaz à effet de serre ou bien les émissions de CO2. Ne présente pas de risque comme l'énergie nucléaire.
C'est une source d'énergie locale qui répond aux besoins locaux en énergie. En fonctionnement, les énergies éoliennes peuvent facilement être arrêtées, contrairement aux procédés continus, par exemple l'énergie thermique ou bien l'énergie nucléaire. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est l'impact visuel. Le coût d'énergie éolienne par rapport aux sources d'énergie classiques est très important. La puissance électrique produite par les énergies des aérogénérateurs n'est pas constante. La qualité de la puissance produite n'est donc pas toujours très bon rendement. Le produit mécanique et l'impact sur les oiseaux. Et on voit le bruit mécanique et l'impact sur les oiseaux. Il existe deux types d'éoliennes, celle à axe vertical et celle à axe horizontal, qu'on montre pour les éoliennes à axe vertical. On a deux types, type Savanius et type Darius. Les éoliennes à axe horizontal, qui sont les éoliennes les plus répandues, les éoliennes généralement utilisées pour la production d'électricité sont les éoliennes rapides à 2 à 3 pales. Pour notre type de l'éolienne sont les éoliennes offshore. Les éoliennes onshore en termes américains signifiant sur le sol, c'est-à-dire sur les continents, et les éoliennes offshore sur la mer. Le principe de différence entre les éoliennes onshore et les éoliennes offshore tient à la nature de fondation. Elle doit être fixée ou ancrée au fond de la mer et plus suffisamment solide pour résister aux conditions marines, force des courants. Parmi ces avantages, le vent marin offre de meilleurs résultats ou bien le rendement est assez important. La mer offshore beaucoup plus d'espace libre, mais l'inconvénient majeur c'est le coût assez important. Elle est contrainte à de nombreuses forces, la force du vent sur les pales et la structure, mais aussi à la force de courant marin. L'installation d'un parc maritime est plus difficile que le parc terrestre. Le raccordement au réseau électrique nécessite la mise en place de câbles sous-marins jusqu'à la côte. Donc voilà quelques figures pour les éoliennes offshore. Voilà les éoliennes monopales et bipales. Donc dans le tableau 1-2, il y a quelques avantages et quelques inconvénients des éoliennes à axe horizontal et à axe vertical. Pour les avantages de l'éolienne à axe horizontal, on a un bon rendement, cap le vent en hauteur, donc plus forte et plus régulière que le voisinage des sols, moins cher que les éoliennes égales. Par contre, l'inconvénient, l'appareillage se trouve au sommet de tours qui se gênent dans l'entretien en cas d'incident, font beaucoup de bruit, moins sécuritaire pour les oiseaux car elles tournent à haute vitesse. Par contre, pour les éoliennes à axe vertical, le coût de construction est moins important, production d'électricité dans n'importe quelle direction du vent, fonctionnement indépendant de la direction du vent. Ça, c'est quelques avantages. Par contre, les inconvénients, on a cité le rendement moins faible et fluctuation importante de la puissance, vibration relativement élevée parce que le flux d'air près du sol crée un écoulement tourbillon, une accessibilité, la génératrice et le multiplicateur mis directement au sol, ce qui facilite le maintien et l'entretien. Donc, quelle est la source primaire de la production de cette énergie? C'est le vent.
Le vent est un sous-produit de l'énergie primaire provenant du sol. Le rayonnement du soleil est absorbé de façon très différente au pôle et à la capteur d'effet de la rotondité de la Terre. Donc, s'il y a un vent, il y a une énergie éolienne. L'extraction d'énergie. Le dispositif étudié ici est constitué d'une turbine éolienne comprenant 3 pales de longueur R entraînant une génératrice à travers un multiplicateur de vitesse de G. La puissance éolienne du vent est donnée par cette relation où le coefficient de puissance correspondant au rapport entre la puissance extraite par le rotor de l'aérogénérateur et la puissance disponible dans l'éolienne. Le couple aérodynamique est donné par cette relation. La puissance aérodynamique au niveau du rotor de la turbine s'écrit sous la forme suivante. Nous remarquons que la puissance est directement proportionnelle à la surface balayée par le rotor, mais surtout au cube de la vitesse du vent. On peut démontrer qu'une turbine à fluide quelconque ne peut extraire qu'une fraction de la puissance. C'est le CP maximal qui correspond donc à la loi ou bien la limite de Betz, qui signifie qu'une turbine ne peut extraire plus de 59% de l'énergie de flux d'air. On définit également par convention un rapport de vitesse au bout de pale lambda par cette relation. La figure suivante montre la représentation des performances des différents types d'éoliennes. On remarque bien que les éoliennes à axe horizontal, dites vitesse rapide, possèdent potentiellement un rendement plus important que les autres formules, ce qui explique leur domination du marché des machines actuelles. Il existe essentiellement deux technologies des éoliennes, celle dont à vitesse constante ou bien à vitesse fixe et l'autre à vitesse variable. Pour les éoliennes à vitesse variable, ils ont plus répondu à la littérature puisque contient plusieurs avantages. Augmentation de la plage de fonctionnement, notamment pour même des faibles vitesses de vent au maximum de puissance peut être facilement convertie. Réduction du bruit lors du fonctionnement à faible puissance car la vitesse est lente. Réduction des efforts mécaniques grâce à l'adaptation de la vitesse de la turbine lors des variations du vent. Pour les zones de fonctionnement de l'éolienne, il existe 4 zones, comme montre la figure suivante. Pour la zone 1, le vent n'est pas suffisant pour faire fonctionner la turbine, donc le système éolien est en arrêt. Pour la deuxième zone, la puissance fournie par l'arbre dépendra de la vitesse du vent. Pour la zone 3, la vitesse de rotation est maintenue constante par régulation de la vitesse et la puissance P fournie reste égale à P nominal. Pour la zone 4, la vitesse du vent est trop importante pour ne pas détériorer le générateur éolien. Les pales de la turbine sont mises en drapeau bêta égale à 99 degrés. Il existe plusieurs types de machines, comme il est indiqué dans le reste du chapitre.